Lorsque j'étais à Paris aux journées réservées au Congrès des maires, j'avais rencontré Anne qui m'avait reçu à la ville de Paris, une très belle mairie, c'est vrai que la nôtre est belle aussi. Et je lui avais dit, surtout si tu viens en Guadeloupe, viens à Basse-Terre, parce que Basse-Terre, bien sûr, la Guadeloupe sait accueillir, la Guadeloupe est accueillante, mais Basse-Terre et le sud Basse-Terre, plus particulièrement, sait accueillir. Et nous sommes très heureux d'avoir Anne et tout son staff ici présent ce soir chez nous, que je vous demande d'applaudir. Vous m'avez fait confiance. Après plus de 20-25 ans d'une gestion de cette ville par une équipe qui avait une vision différente que la nôtre, vous m'avez fait confiance parce que les valeurs qui sont l'économie, la solidarité, ce sont les valeurs que nous défendons, nous les socialistes. Et Anne Hidalgo a toute la compétence demain pour pouvoir diriger ce pays de France. Pourquoi? Parce qu'elle a le sens de l'écoute. Dans mon bureau, nous étions tout à l'heure en train de discuter avec l'équipe. On sentait que c'est une femme qui sait écouter. Elle est là avant tout pour écouter. Et ça, c'est une grande qualité. J'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer beaucoup d'élus dans ma carrière, des présidents, des premiers ministres. On sent, et moi, c'est une de mes qualités, lorsque je discute avec quelqu'un, je ne suis pas un gars des affaires, mais je suis un, comment dirais-je, pas un gars des affaires, mais je sens, lorsque je discute avec quelqu'un, si elle m'écoute, si cette personne m'écoute, ou si cette personne est surtout là pour s'assurer que la caméra la regarde bien ou le regarde bien. Et ça, c'est important pour un homme politique, pour quelqu'un qui est amené à prendre de grandes responsabilités. Anne Hidalgo dirige l'une des plus grandes villes du monde, Paris. Elle a montré toute sa compétence lorsque Paris a eu ces périodes douloureuses, les attentats. Elle a montré que c'était une vraie chef d'État. Et ce soir, je suis très content qu'elle soit ici chez nous. Je sais que vous allez, autour de vous, passer la bonne parole. La campagne n'a pas encore vraiment pris toute sa dimension. Nous avons quelqu'un de compétent. Nous avons quelqu'un qui a un programme, alors qu'il y en a d'autres qui sont en train de faire du coller-copier sur notre programme pour avoir leur programme. Nous avons quelqu'un qui respecte les Outre-mer avec cette vision de solidarité. Et Basse-Terre, le sud Basse-Terre, on l'a prouvé avec notre élection, la solidarité, surtout avec la pandémie que nous avons traversée. Solidarité, ce n'est pas un vain mot. Oui au développement économique, mais tout en respectant l'écosystème. Oui au développement économique, mais tout en respectant la solidarité. Et c'est ce que nous défendons, nous, nos valeurs, nous les socialistes. Je serai aussi cette présidente qui s'appuiera sur ces cultures, ces identités qui font non seulement notre force sur le plan national, mais qui peuvent être aussi un atout considérable. Et moi, ça me fait mal quand j'entends, par exemple ce matin, mais je comprends totalement, quand on me dit, en fait, nous sommes américains ici. Oui, c'est vrai, nous sommes à côté du continent et sur le continent américain, c'est vrai. Mais je pense que être à proximité et dans ce continent américain, mais être aussi les représentants de la République française, c'est sans doute plutôt de ce côté-là qu'il nous faut chercher le chemin que nous avons encore à parcourir ensemble pour renforcer la République. Et le dernier point, c'est renforcer notamment la démocratie et la République, la consolider. Parce que ce que nous vivons, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même de l'ordre d'une forme d'effondrement. Effondrement moral, effondrement de la pensée, effondrement de ce joyau qui est le nôtre. Parce que moi, vous savez, j'entends plein de gens nous expliquer que oui, il faudrait sortir de la République. Une autre figure qui vienne ajouter à cet universel qui est la marque de notre pays, c'est Aimé Césaire. Pour moi, le dialogue entre Hugo et Césaire, c'est justement ce dialogue très fort, très puissant de deux penseurs, de deux magiciens des mots. Mais au-delà de la magie des mots, ils nous ont profondément touchés et ils sont pour moi, tous les deux, ce qu'est l'esprit français et l'esprit des Lumières. Tous les deux. C'est pas l'un sans l'autre, c'est tous les deux ensemble. Et je veux porter cela parce que cette terre de talent, c'est aussi
une terre qui va nous permettre de voir plus loin. Et de voir plus loin avec confiance. Parce que, en fait, malgré toutes les difficultés qu'on évoque, qu'on a mentionnées les uns et les autres, en fait, je crois que nous sommes profondément optimistes, les uns et les autres. Parce que tant qu'on est debout, tant qu'il y a des femmes et des hommes qui vont combattre, qui vont parler, combattre pacifiquement, nous dire là, aujourd'hui, et ce que nous sommes en train de faire ensemble, c'est une construction. C'est une construction qui s'inscrit dans une grande histoire, dans une très grande histoire. L'histoire de cette famille socialiste, social-démocrate, cette histoire qui est celle des conquêtes, celle des libertés, celle de l'émancipation. Certains voudraient effacer ça, nous dire que ça devrait être jeté aux oubliettes de l'histoire. Mais nous savons, et ici vous le savez, avec cette histoire longue d'un combat des peuples qui ont connu l'esclavage pour leur liberté et qui ont rayonné et qui rayonnent partout dans le monde et qui influencent la République française. On le sait que c'est une force inouïe que de pouvoir partir de cette histoire-là et que ce que nous avons ici en commun va être entendu parce que nos concitoyens ont besoin aussi de cet espoir et de cette force-là. Alors non, ce n'est pas dans les oubliettes de l'histoire, c'est l'avenir que nous sommes en train de construire et l'avenir de notre pays et de notre République. Je vous remercie. Nous venons de voir et d'écouter Anne Hidalgo à Basse-Terre, devant une belle petite foule. Les choses sont compliquées et pourtant les gens se sont déplacés. La jauge était ce qu'elle était avec le respect des gestes barrières. J'avoue connaître Anne Hidalgo depuis fort longtemps, depuis le premier mandat de Bertrand Delanoë. Et là, je l'entends, alors que j'ai participé avec elle à l'élaboration de son programme. J'avoue que moi-même j'ai été surpris par la densité du discours, par cette structuration du discours, un discours structuré, un discours empathique. Vous voyez, elle est dans la foule là, elle est abordable, elle est accessible. J'ai fait presque toutes les campagnes présidentielles depuis Mitterrand. J'étais une petite main, comme j'ai eu à le dire. Et puis après, j'ai été parfois dans les premiers cercles. J'ai vu le style des candidats, au-delà de leur programme. Mais la densité, l'étoffe, la personne humaine, est-ce que demain, président de la République, tu pourras lui parler? Est-ce qu'elle restera accessible? C'est vrai que c'est pas simple lorsqu'on est un président de la République. Vous êtes entouré d'officiers de sécurité, du corps et tout ça. Et même maintenant, un président de département de région, quelquefois, il faut être protégé, c'est devenu dangereux. Mais une candidate à la présidence de la République qui est empathique, qui est accessible, qui parle simplement, mais qui aborde tout et qui vous dit, j'ai 3 urgences. Une urgence sociale. Et elle commence par le travail. Oui, une revalorisation de 200 € par mois. Ça rappelle quelques souvenirs ici. Ce matin, on était avec les patrons pour leur dire, c'est possible, messieurs. Il y a des modalités, des voies et des moyens pour le faire. Eh bien, vous commencez à dire, mais c'est vrai qu'elle a raison. Et pourquoi pas? Sans pour autant obérer, si j'ose dire, la rentabilité des entreprises. Elle vous dit qu'il y a une urgence écologique, climatique. Et ici, vous êtes aux premières loges. La submersion vous guette, la sécheresse, le manque d'eau, bref, les dérèglements climatiques, vous êtes aux premières loges et vous pouvez être les pionniers. Mais vous avez d'ailleurs commencé en énergie, vous étiez bon. Eh bien, reprenez ce leadership-là en matière d'énergie renouvelable. On vous donne les moyens de le faire. On vous accompagne parce que c'est vous-même qui pensez votre propre développement. Et mon collègue Victor Elouel a fait une loi égalité réelle. Reprenez-la parce qu'elle n'a pas été appliquée par le gouvernement actuel et le président actuel, que je connais par ailleurs et que je respecte. Parce que moi, je ne fais pas de querelle de personne, mais qui vous dit, eh bien ouais, vous pouvez aider la France à être encore plus grande. Vous avez 3 océans, eh bien, vous avez l'océan Pacifique, vous avez l'océan Indien, vous avez l'océan Atlantique, Caraïbes. Eh bien, pourquoi ne pas le gérer comme on le fait dans toutes les grandes démocraties, que vous ayez comme dans l'Hexagone, eh bien, des préfets maritimes, que vous ayez un ministère qui soit le ministère de la mer et des Outre-mer. Là, vous pèseriez encore beaucoup plus, si j'ose dire, plus de visibilité. Elle vous dit, il y a des urgences démocratiques.
Et puis, la France est une monarchie républicaine. Ouais, on va garder la 5e République. On ne va pas aller à la 6e comme l'incantation de certains candidats le prétendent. Mais oui, il faut changer les choses. Oui, il faut être moins jupitérien, moins vertical, moins autoritaire. Eh bien, on a vu dans la gestion de la crise qu'on pouvait faire mieux en associant les élus. Quand elle dit, eh bien moi, mon ministre, j'ai 4 odyssées industrielles. Eh bien, l'industrie pour moi, ce sont les présidents de région, quelle que soit leur couleur politique. Eh bien, de dire oui, au lieu d'avoir un ministère central qui pourrait exister, mais les véritables ministres de l'industrie, donc du développement du pays et singulièrement de la Guadeloupe, eh bien ce serait, oui, le président de région. On lui donne les moyens et c'est lui qui pensera son développement. Mais c'est dans la loi égalité réelle. Elle reprend ça et elle le dit. Et donc là, j'ai été un peu bluffé parce que j'ai trouvé que c'était bon, c'était empathique, c'était sympathique et qu'elle a cette étoffe et cette densité de discours et l'expérience d'une grande ville et l'expérience internationale en ayant présidé des instances internationales. Je dis à mes compatriotes guadeloupéens, eh bien, Anne Hidalgo, présidente de la République française. Certainement pas les sondages qui font les élections. Je rappelle à mes compatriotes que François Hollande avait commencé à 3%. C'était au moment des primaires. Il a progressé. Il a été élu président de la République. Aujourd'hui, vous avez toutes sortes de candidatures en présence. Qui aura les 500 signatures? Certaines n'auront pas les 500 signatures, sauf manœuvre. Oui, parce que pour diviser la gauche, on peut donner à certains quelques parrainages. Pour diviser la droite, on peut donner à certains quelques parrainages. Mais si vous regardez la territorialisation, la répartition, si j'ose dire, des mairies entre la gauche et la droite, les 2 plus grands partis de France sont le Parti républicain et le Parti socialiste. Anne Hidalgo aura près de plus de 1000 parrainages aussi, hein. Le président de la République, même s'il n'est pas implanté dans les villes et les communes, a déjà, je crois, 1200, me dit-on, parrainages. Oui, les LR aussi auront des parrainages. Mais je prie et je supplie les lecteurs, et en particulier le Guadeloupéen, de dire rien n'est joué d'avance. Les batailles que l'on perd, c'est des batailles que l'on n'a pas livrées. Et que les sondages n'ont pas décidé pour le peuple souverain. Et que moi, je crois en cette idée-là, cette vision socialiste, social-démocrate, social-écologique. Je crois en la candidature d'Anne Hidalgo, qui a l'étoffe et l'expérience pour être la première femme présidente de la République française. On sait qu'en Guadeloupe, la campagne commence vraiment quand les candidats se déplacent. Cette année, il y aura peu de candidats qui vont se déplacer, on le sait. Et là, Anne Hidalgo est venue regonfler le moral des militants parce que c'est eux qui mèneront campagne. Il y a encore 2 mois de campagne. On a apporté des idées, de belles propositions dans une campagne où pour le moment on s'éloigne du fond pour nous tirer vers le fond. Donc là, l'idée c'est justement que nous allions à la rencontre des Guadeloupéens en leur parlant pouvoir d'achat, en leur parlant régulation économique, en leur parlant énergie renouvelable, en leur parlant de tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour essayer de faire basculer une nouvelle majorité et en finir avec ce quinquennat qui nous a fait beaucoup de mal, qui a commencé en laissant croire que c'était quelque chose qui ressemblait à un progressisme, et on voit aujourd'hui que ça a été une politique brutale, une manière de gouverner qui était un peu verticale et qui montre d'ailleurs toutes ses limites, notamment dans la gestion de la crise sanitaire. Et donc là, nous allons aller en campagne pour montrer ce que nous proposons et puis pour expliquer que l'approche qu'ont certains aujourd'hui d'avoir des grands mots, des grandes phrases, des grandes déclarations sur une colère, mais une colère qui, quelque part, ne change pas les choses. Elle permet de se sentir soulagé, d'avoir dit des vérités peut-être, d'avoir promis la lune, mais qui, quelque part, aura du mal à concrétiser ses propositions. Nous allons arriver avec un programme de transformation sociale, un programme de changement des structures de l'économie, un programme qui va s'attaquer aux vraies causes de la vie chère, comme nous avions commencé en 2012. Et c'était un travail inachevé, c'est un travail qui a été mis aux oubliettes par le pouvoir actuel. Nous allons essayer de convaincre que ce sont ces sujets-là qui sont les priorités pour nos compatriotes. Non,
Les sondages, c'est une photographie de l'opinion et ça photographie l'opinion des gens qui sont sûrs d'aller voter. Il faut bien comprendre une chose. La gauche, aujourd'hui, la gauche en France, comme la gauche guadeloupéenne, est profondément divisée. Elle est fragmentée. Il y a aujourd'hui des candidats qui ne seront peut-être pas candidats parce que les parrainages vont livrer un verdict et on va se retrouver avec, sur la ligne de départ, des candidats qui, aujourd'hui, sont qualifiés, déjà qualifiés. Et c'est là que la campagne commencera vraiment, quand on sera projet contre projet, candidature contre candidature. Et c'est là justement que les Guadeloupéens auront à se prononcer. Je sais que l'élection présidentielle n'est pas une élection qui mobilise. En plus, au sortir de cette crise sanitaire, quand on voit tous les événements politiques qu'il y a pu avoir, les alternances qui n'ont pas forcément porté leurs fruits, les continuités qui elles-mêmes sont peut-être des continuités par défaut. Là, aujourd'hui, nous avons la possibilité, dans cette élection, d'exprimer un changement raisonnable, raisonné, une voix social-démocrate. Je le dis souvent, les colères, elles génèrent des mouvements, et ces mouvements sociaux-là sont importants. Mais ceux qui transforment les choses, ceux qui changent, ceux qui apportent les transformations sociales, les grandes conquêtes sociales, les semaines de congés payés, la semaine de 35 heures, les RTT, la sécurité sociale, tout ça, ce sont des lois qui ont été passées par des gouvernements sociodémocrates, des gouvernements qui étaient raisonnables et qui essayaient par la loi de changer les choses, pas par la rue, parce que la rue indique un chemin, mais ce n'est pas là que les choses se décident. Et c'est vraiment le message d'Anne Hidalgo. Choisissez une voie qui est porteuse, qui peut améliorer les choses, qui peut changer les choses, mais dans un cadre qui soit maîtrisé. Et c'est ça vraiment que nous allons proposer, nous allons porter pendant cette campagne.